Vous n'avez pas eu peur, vous n'avez pas eu des appréhensions, comment ça marche, le visa, l'assurance? Tous les deux en CDI, ça veut dire que si on fait une démission, on se retrouve sans rien. 500, travailler 20 jours par mois, ça me faisait Depuis 10 000 Bali euros de chiffre d'affaires depuis Bali. Cet argument, je ne l'avais pas vraiment conscientisé comme ça, mais c'est un putain de bon argument. Donc j'ai augmenté mon TGM à 600. Hop, j'arrive à avoir une autre mission. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux développeurs qui auraient cette envie d'entreprendre? Le premier, ce serait de ne pas attendre la grande idée. Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui encore avec quelqu'un que vous connaissez déjà, vous l'avez déjà vu dans la vidéo il y a quelques semaines où on a parlé un peu de son parcours. Je suis encore avec Quentin qui va continuer à nous parler de son parcours. Salut Quentin, peux-tu te représenter pour les personnes qui n'auraient pas vu la première vidéo dans laquelle tu nous as présenté ton parcours? Avec plaisir. Donc moi, Quentin, développeur front-end depuis 8 années. Et puis là, on va pouvoir détailler dans cette vidéo un peu plus toutes les questions d'expatriation. Parce que là, on est tous les deux à Bali. On s'est retrouvés pour échanger. Et puis une partie plus sur l'entrepreneuriat, le business, puisqu'on a des expériences différentes et complémentaires là-dessus. Donc c'était l'occasion d'en discuter. Intéressant, yes, exactement. Alors, pour les personnes qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, tu nous as fait ton parcours depuis ton école en passant par tes premières expériences, CDI jusqu'à ton CDI en start-up, tout s'était bien passé. Et ensuite, il est arrivé que le Covid est arrivé. Hein, on synthétise un peu la vidéo précédente. Le Covid est arrivé, tu es resté un peu confiné à Paris, tu t'es dit bon voilà. Et de là est émergé quelque chose, une envie peut-être de partir à l'autre bout du monde. Ouais, comment c'est arrivé un peu? Alors, est-ce que tu peux nous remettre un peu dans le bain de cette époque-là? Ouais, déjà, comme je l'avais dit dans la vidéo d'avant, mais moi je m'étais toujours dit de régulièrement changer de contexte, que ça soit contexte pro, contexte, la localisation, là où on habite, son environnement impacte grandement sa vie. Donc j'ai toujours eu conscience de ça et toujours cette volonté de cumuler différentes expériences pour avoir quelque chose de complet au final dans ma vie. Avec la règle des 3 ans maximum, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc souvent c'était 3 ans maximum pour un job et 3 ans maximum pour un lieu de vie. Que ce soit un appart ou une ville ou un pays. On grossit d'échelle à chaque fois. Et donc là, sur ma dernière expérience pro en CDI, j'étais en start-up. C'était 2020, arrivée du Covid, du confinement, remise en question sur certains points. Et ma copine qui me dit viens, on part. Et donc, à Bali, comme ça. C'est ça. Et du coup, le viens, on part était suivi de on part à Bali. Pourquoi Bali? Destination choisie assez directement. On n'a pas fait tout un process de OK, où est-ce qu'on peut aller, c'est quoi nos critères. Globalement, avec un ami, on avait un délire qui consistait à dire que si un jour ça tournait mal, on plaquait tout, on partait à Bali. Et puis ça nous est resté en tête comme ça. Et voilà, quand il a fallu choisir une destination, on a repensé à ça et on a choisi Bali. À savoir que moi, j'avais jamais été vraiment attiré par une expatriation. Mon meilleur ami s'était expatrié quelques années avant en Europe. Mais moi, voilà, je m'étais dit, en fait, la France, c'est bien. Et en fait, je pense que c'était une période… C'est marrant. Alors, c'est pas quelque chose qui t'attirait à la base. Alors, contrairement à moi, où c'était vraiment quelque chose depuis relativement longtemps. Je veux dire, après les études, moi, je me souviens, j'avais un cousin qui était parti en Thaïlande, dans une petite île, faire son baptême de plongée, etc. Et moi, je rentrais un peu sur le marché de l'emploi. Et quand tu démarres ta carrière, tu ne peux pas trop te permettre de prendre des années sabbatiques comme ça et faire le tour du monde et tout. Et j'avais cette frustration qui est un peu restée comme ça pendant des années, jusqu'au jour où tu mûris ton projet, tu avances, etc. Et tu as peut-être un peu plus de ressources financières pour partir. Toi, ça a été un peu l'inverse, c'est-à-dire que tu n'avais pas forcément comme ça ce truc-là, puis ça a émergé. Ouais, ça a popé, il y a eu une mise à jour système. Mise à jour. Après, c'est le Covid, il t'a fait un reset. Et du coup, je me suis dit, allez, go, il y a cette opportunité qui peut se développer. Il n'y a pas de contraintes en ce moment. Mais c'est le Covid qui a un peu fait ce switch ou c'est pas forcément? Pas le Covid en soi, mais le fait d'être confiné, d'entrevoir que le remote, c'était une manière possible de collaborer, de travailler. Puis voilà, je pense un peu une lassitude qui s'était installée, enfin plus une habitude, routine, un confort, l'envie de changer. Donc, c'était quoi ça? C'était la période Covid 2020, 2021, 2021 Courant 2020. 2020, vous vous dites allez, let's go Bali.
vous n'avez pas eu peur, vous n'avez pas eu des appréhensions, comment ça marche, le visa, l'assurance, le machin, le ceci, un peu les appréhensions que tout expat a au début? Bah, oui, on s'imagine. On ne le voyait pas comme des blocages, mais il y avait des inconnus, surtout que bah, voilà, c'était notre première envie d'expatriation, donc voilà, il n'y avait pas d'expérience précédente pour déjà s'être prouvé que c'était faisable, facile, etc. Vous Euh, étiez venu à Bali déjà en vacances? Non. Jamais, jamais, c'était C'est vraiment vraiment tout nouveau, quoi. l'inconnu, donc on a regardé les endroits qui pourraient nous convenir à Bali, on a choisi un point sur la carte. Et puis il a fallu faire le projet un peu à l'envers, c'est-à-dire on savait qu'on voulait partir, mais on s'est mis à réfléchir, ok, c'est quoi toutes les étapes qui seraient bien de faire avant et dans le bon ordre. Et donc à l'époque, on était tous les deux salariés en CDI, donc déjà on s'est dit, il faut qu'on règle la question du job. Tous les deux en CDI, ça veut dire que si on fait une démission, on se retrouve sans rien. Et donc on a plutôt réfléchi à faire une rupture conventionnelle chacun de notre côté. Ce qui nous permettait de profiter de certaines aides proposées par l'État français. Donc ça faisait partie de notre projet. Et puis voilà, de pouvoir créer une entreprise, chacun de son côté, profiter de ces aides, ce qui allait grandement faciliter notre expatriation et régler un petit peu la problématique sécurité financière, qu'est-ce qu'on fait après, comment ça se passe. Ok, alors tu sais, enfin, moi, c'est vraiment, enfin, ce que vous avez fait, moi, c'est quelque chose. J'ai des gens en coaching qui sont souvent en CDI, qui souhaitent passer freelance, et c'est vrai que moi, je leur dis, bah voilà, l'option rupture conventionnelle, c'est quand même une bonne option parce que ça te permet d'avoir quand même une sécurité. Tu te lances dans le freelancing ou dans une aventure entrepreneuriale, c'est quand même risqué, ça prend du temps, etc. Et le truc qu'on me rétorque un peu souvent, c'est malheureusement, enfin, mon employeur ne voudra pas, etc., etc. On t'a pas, toi aussi, dit un peu ce genre de choses? Si, exactement, j'avais entendu ça que souvent on dit ouais en interne, voilà, c'est pas quelque chose qui se fait, ils vont pas accepter. Mais moi j'ai toujours mis un peu de côté tout ce qu'on entend parce que je sais que, comme je l'avais dit dans la vidéo d'avant, mais tout est négociable dans la vie, ça dépend de comment tu abordes les choses. Et donc il fallait le tenter avant de dire que c'était pas possible. Voilà, il n'y a que ceux qui se laissent impressionner qui ne le font pas. Et donc j'ai préparé quelques arguments parce qu'à la différence d'une démission, une rupture conventionnelle c'est une discussion avec l'employeur. Il faut que les deux parties se mettent d'accord. Et donc j'avais quelques arguments. En discutant avec eux, ils ont entendu mon point et ils ont fini par accepter à la condition que ça prenne plus de temps qu'une démission. Donc j'avais un préavis de 3 mois, il me semble. Donc là, il m'a dit que ça peut prendre 4, 5, 6 mois. Le temps de recruter l'idée, c'était de recruter mon successeur. D'accord, intéressant. Moi, j'ai un peu la même expérience dans le sens où quand j'étais salarié, j'ai voulu passer freelance et donc forcément, tu négocies ta rupture conventionnelle. Et moi, le premier message qui est venu un peu de la direction des RH, etc., c'est non, chez nous, il n'y a pas de rupture conventionnelle. Pourquoi? Parce que tu es dans une ESN et ils ne veulent pas que le message un peu se diffuse et qu'en fait, c'est possible d'avoir des ruptures conventionnelles. Ils ont peur de l'effet boule de neige. Donc moi, le premier truc qu'on m'a dit, c'est pas possible. En plus, on m'a fait un petit peu peur. On m'a dit, voilà, si tu pars à l'aventure du freelancing, tu sais, ça va être compliqué. En plus, chez nous, tu ne travailleras pas avec nous et tout. Il faudra que tu trouves toi-même tes clients, etc. Donc de base, c'était niet, c'est pas possible. Puis en fait, en négociant un petit peu, en poussant, etc. Alors, j'ai pas fait du chantage, mais j'arrivais un peu vers une fin de mission qui durait depuis 2 ans. Ils avaient peut-être un peu peur d'intercontrat. Moi, je leur ai dit, voilà, sincèrement, que j'avais envie de passer freelance, etc. Et qu'il fallait absolument trouver une solution. Et en fait, ça s'est fait comme ça. On a négocié un petit peu comment on appelle ça, les indemnités de départ, qui c'était 3 fois rien. Je crois que c'est 1/3 de salaire par année d'ancienneté, donc ça vole pas haut, mais on a négocié sur ça, 1/3 d'un mois de salaire par année ou quelque chose comme ça. Et on a négocié aussi sur les congés, ils me l'ont déduit, enfin ils ont trouvé une tambouille pour me faire accepter ça, donc j'ai accepté. Puis voilà, moi ça m'allait, puis ce qui comptait c'est derrière d'avoir la partie sécurité. Et la petite chose intéressante, marrante, c'est qu'ils m'avaient tous dit non, si tu pars, on ne travaillera pas avec toi. Le lendemain de la rupture conventionnelle, j'avais tous les commerciaux de la boîte qui m'appelaient. Hey Mike, voilà, on a des missions là qui démarrent, s'il te plaît. Voilà, comme quoi, il ne faut pas écouter les bruits de couloir. Voilà, faut pas écouter les bruits de couloir. Si vous avez un projet, essayez d'aller jusqu'au bout, essayez de pousser. Vous arrêtez pas au premier non, parce que derrière, un peu comme tu l'as fait, ça débouche souvent. Et puis surtout,
enfin, se passer d'une rupture conventionnelle, c'est pas concevable, quoi. Ouais, parce que tu l'as dit, bon, il y a des petites indemnités de départ versées par l'employeur, mais surtout derrière, il y a les aides de Pôle emploi. C'est ça qui En a le fait, plus de valeur. Hein. on devient éligible au chômage. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le chômage il peut être touché mois par mois en mode je continue à chercher un nouvel emploi. Mhm. Mais en tant que développeur, un emploi, c'est pas si compliqué que ça à trouver. Donc, Ouais. l'alternative à ça, c'est de créer son entreprise, qui peut être une auto-entreprise. Et à ce moment-là, Pôle emploi te verse l'équivalent de 45%, 50%, à peu près la moitié de toutes les aides dont tu avais le droit. Donc, des fois, c'est des aides sur 2 ans. Donc, c'est l'équivalent un peu d'une année de chômage qui t'est versé sous forme de capital pour commencer ton activité. Donc, ça permet de se lancer en freelance en toute Alors, pour ceux qui cherchent sur toute Internet, c'est pas l'ACRE, c'est l'AR. Non, c'est le ARCE, il me semble. ARCE, voilà, ça change souvent. Et donc, ça te permet voilà, de démarrer ton activité. Toi, c'était quoi le but du jeu? C'était donc de partir à Bali, de faire quoi? De monter un business, d'être freelance? C'était quoi en fait ton projet par rapport à ça? Alors, j'avais eu un petit projet qui était j'avais une chaîne YouTube que j'avais commencé sur le développement, je postais quelques vidéos déjà. Donc j'avais eu cette idée de projet de continuer à faire grandir cette chaîne YouTube et vendre une formation, vendre un produit. J'avais pensé notamment aux devs qui avaient déjà de l'expérience mais qui voulaient vraiment avancer plus vite dans leur carrière, se débloquer sur certains trucs. Donc moins un côté technique mais peut-être plus un côté Carrière. coaching, Comment bien un petit peu évoluer de profil, ou renégocier son salaire, toutes ces problématiques-là. Donc un projet d'entrepreneuriat, donc de monter un business de formation, de C'est coaching ça. via une chaîne YouTube, un peu finalement comme je le fais quoi. Ouais. Et au final, en arrivant à Bali, je remets un peu en question assez vite ce projet-là. Donc clairement, on peut dire que c'est… Pourtant, moi j'ai envie de dire, c'est la phase où tu es débarrassé, enfin c'est pas que tu es débarrassé, mais tu Clairement, n'es ouais. plus à Paris, tu n'as plus les contraintes de boulot tous les jours, de projet, tu as la phase où tu as de la visibilité devant toi, donc il n'y a plus qu'à y aller, j'ai envie de dire, Ouais. tu peux monter ton projet, ton produit. Et c'était pas un problème de sécurité parce qu'on avait un an de cash d'avance entre guillemets qui couvrait nos frais quotidiens. Je pense que c'est le projet dans sa grandeur m'a peut-être un peu impressionné. Voilà, c'était flou Ou de quand même, passer toutes par les une étapes. phase, peut-être une phase où, moi ce que j'appelle la traversée du désert, où Ouais, il y tu avait sais un que peu ça, ouais. pendant 6 à 8 mois, voire peut-être même un an, il n'y aura pas grand-chose, enfin voire zéro pour Ouais. parfois. Et donc, je pense qu'au fond de moi, le projet n'était pas assez mûrement réfléchi ou assez solide, même si je suis le premier à dire qu'il faut vite passer à l'action. Voilà. Donc tu as eu un doute finalement, tu as eu l'envie, puis tu as eu un doute et tu t'es dit, ouais, c'est peut-être un peu risqué ou c'est peut-être pas Ouais, le moment. c'était peut-être pas le risque, mais c'était peut-être le doute d'avoir l'envie d'aller jusqu'au bout de ce projet-là. Et un peu par hasard, en parallèle, il y a une opportunité pour faire du freelance qui me tombe dessus, un Ouais. contact via LinkedIn auquel je réponds positivement. Et ça va assez vite et on me propose C'est en marrant fait parce une que c'est première venu mission. comme ça sans forcément. Enfin, c'était pas une recherche active en fait. C'est-à-dire que t'as pas, tu t'es pas dit, bon voilà, il faut que là, je trouve une mission freelance. C'est Ouais. venu un peu. Et tout ça, c'est dans les 2 premières semaines dans Ah ouais, lesquelles direct. j'arrive à Bali. Donc ça se fait vraiment vite. Et ce qui fait aussi que je pense que j'abandonne assez vite ma première idée en voyant tout de suite un peu l'appât du gain du freelance, de me dire, voilà, on me propose une mission à 500 € de TGM, donc c'était le premier TGM que j'aurais en freelance. Et voilà, 500, travailler 20 jours par mois, ça me faisait Depuis 10 000 Bali. € de chiffre d'affaires. Depuis Bali, je viens d'arriver, la vie est belle. Donc, Et puis je pense qu'avec donc j'ai 10 000 accepté. euros de chiffre d'affaires, c'est du chiffre d'affaires, mais c'est pas le net, mais 10 000 euros de chiffre d'affaires à Bali en codant depuis chez toi ou depuis n'importe quel coworking space, c'est quand même une expérience plutôt Ouais. agréable, j'imagine. C'est ça. Donc je me dis, accepte cette opportunité. J'avais pas une envie particulière de faire du freelance, mais par contre ça me tentait bien. C'est un nouveau type d'expérience professionnelle. Et donc voilà, j'avais fait agence, j'avais fait start-up. C'était un complément parfait, un peu pour terminer l'éventail de ce qu'on peut faire en tant que développeur. Et donc je me suis lancé, première mission, en plus mission longue, 6 mois. Pour Zadig et Voltaire, donc toujours dans le e-commerce. E-commerce. Cette fois-ci, j'ai rejoint une équipe de dev en remote depuis Bali. Top. Alors, je voudrais m'arrêter sur un point, c'est-à-dire que tu
tu étais dev depuis, ça faisait donc 4, 5, 6, 7 ans, non, à peu près, que tu es déjà en Là, France. on était à 6 ans 6 d'expérience. ans d'expérience. Et donc, tu as eu envie un peu d'arrêter le dev pur pour plus passer sur l'entrepreneuriat, vente de formation. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce que c'est vrai que c'est un truc qui arrive à… Moi, j'ai mon neveu qui a peut-être 4 ou 5 ans d'expérience en tant que dev. Il est freelance, il gagne bien sa vie. Il commence déjà à me dire, je suis en train de réfléchir à autre chose. Et mon frère aussi. Et c'est vrai que moi, j'en parle pas beaucoup parce que c'est vrai que sur ma chaîne, moi, je suis là pour aider les gens, les autodidactes à devenir développeurs et c'est vrai que c'est quelque chose qui permet de bien gagner sa vie. Tu l'as dit, et plein de développeurs font un métier passionnant, mais aussi il faut dire qu'au bout d'un moment, il y a des développeurs qui ont envie de faire autre chose. Et toi, tu as eu il est arrivé un moment où tu t'es dit, bon, le dev, c'est bien, mais j'ai envie de, pas passer à autre chose, mais d'évoluer vers autre chose. Ouais. Bah, déjà, comme on en a parlé, mais je m'étais mis cette barrière un peu des 3 ans, donc je pense que je suis un profil qui a besoin quand même De nouveautés. régulièrement de nouveautés, de challenge. changements, de challenge. Donc je savais que moi, je n'allais pas faire ma carrière dans le même métier, le même truc, la même boîte. Je respecte vraiment, par exemple, mon grand-père qui a fait toute sa carrière dans la même usine, au même endroit, le même métier, etc. Donc c'est des choses qui sont de moins en existent moins. quasiment plus. Ouais. Il y en a toujours, mais on a une génération qui a plus d'opportunités, qui peut plus facilement changer, qui a moins peur des risques aussi, j'imagine. Donc j'ai toujours su cette envie de cumuler différentes expériences, d'avancer. Mais t'as pas eu c'était une envie de nouveauté, mais c'était pas non plus un rejet ou un dégoût du dev. C'était… Ouais, du coup, pour préciser vis-à-vis du dev, ce qui s'est passé, c'est que j'avais quand même atteint un certain palier de confort en fait, où j'avais vu pas mal de problématiques différentes dans le développement. Il y T'étais à avait l'aise, moins zone de de challenge, confort. ouais. Donc j'y trouvais toujours de la motivation. Et il y avait toujours des choses qui m'ont emmené à faire ce que j'ai fait. Mais une fois que je finissais un projet, donc là par exemple dans la startup, j'avais vraiment fini le projet, la plateforme e-commerce avait été mis en ligne. Dans ma tête, c'était la fin de quelque Tu chose. t'es pas dit je vais repostuler dans une boîte où ils vont refaire un site e-commerce et refaire la même chose avec les mêmes technos. Tu t'es dit c'est bon, on l'a déjà fait. Et surtout, j'avais toujours eu un peu cette envie d'entreprendre quand même au fond de moi. Donc c'était là quand même cette envie d'entreprendre. C'est même étonnant que j'ai pas tenté des choses avant. Toujours été attiré par le fait d'acheter, de Et t'as vendre. pas fait des choses, tu sais, souvent il y a des… Alors moi ça n'a pas été du tout mon cas, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des beaux succès et qui ont toujours une story quand ils étaient ados, ils vendaient de la limonade pour arrondir les fins de mois, pour faire ceci. T'as pas une expérience comme ça? Pas d'événement marquant. J'ai toujours été un petit peu débrouillard, j'ai testé des trucs, mais pas de grandes histoires comme on peut en entendre. J'avais lu des biographies qui m'avaient inspiré de grands entrepreneurs et tout. Mais le truc que je voulais pas, c'est me forcer à trouver une idée de quelque chose qui me correspondait pas, ou alors vouloir monter une entreprise pour monter une entreprise. Je pense. Il fallait que tu aies un… Dans la vie, j'attendais un truc qui me parle. Et je voulais pas à tout prix le poste de CEO ou créer une grosse start-up. Je préférais voir les opportunités qui se présentent ou créer les miennes. Mais j'attendais, je pense, un peu un signal. Et j'avais cru voir en YouTube la formation, un truc qui me plairait bien. Ça restait dans le domaine du dev. C'était la période 2020, Covid, etc. C'est une bonne période pour se lancer sur YouTube et faire ce business model. C'était là. Mais voilà, au final, ça se fait pas. Je garde quand même en tête l'idée de l'entrepreneuriat, mais je me lance dans le freelancing en me disant que ça sera quand même une nouvelle expérience, mais qui n'est pas destinée à durer des années, quoi. Donc tu bascules freelance, donc 500 € de TGM, ce qui est plutôt pas mal, à Bali sur des technos dans lesquels tu étais plutôt à l'aise. Honnêtement, c'était toujours les technos que je maîtrisais, donc du Vue, du React, du Tailwind CSS pour le style, puis après l'utilisation d'API. J'étais dev front, mais avec l'expérience, je touchais à de plus en plus de sujets un petit peu back, donc j'avais un profil qui s'intégrait facilement dans les besoins des… Et alors, les questions qui reviennent souvent par rapport au freelancing depuis Bali, c'est est-ce qu'ils acceptent que tu travailles en remote depuis Bali? Est-ce que ça ne pose pas problème? Est-ce que le décalage horaire, le fuseau horaire, etc., ce n'est pas des problèmes? Est-ce que tu peux nous partager un peu cette expérience-là, sur ton retour par rapport à ça? Forcément, il y a des a priori, des fois, genre des clients en entretien ou en call, ils me disaient tu seras à la plage ou Exactement. Genre, mais là, du coup, tu travailles depuis la piscine quand je mettais pas ma caméra, par exemple, ce genre d'anecdote.
Mais au final, non. Enfin, on est ici pour profiter, mais pour bosser aussi. C'est pour ça qu'on n'est pas digital nomade, mais qu'on a vraiment choisi de se poser à Bali. On avait un coworking, un setup bien installé pour travailler, donc pas de souci sur le sérieux de la démarche. Mais du coup, oui, par contre, avec les clients, c'est un sujet. Il ne faut pas essayer de le mettre de côté, de le cacher. Donc moi, je disais toujours, écoutez, j'ai choisi de m'expatrier à Bali, donc déjà, tu présentes comme étant un choix. Et encore une fois, pas chercher vraiment à se défendre. Donc moi, je le présentais comme un avantage toujours. Je leur disais, bah, vous savez que quand ça va être la nuit en France, moi, je commence ma journée. Et donc, les sujets que vous avez dû abandonner à 18h la veille, Moi, je les continue. moi, je les continue, je traite les bugs. Et en fait, quand vous arrivez à 9h, moi, c'est déjà après-midi, j'ai déjà fait une demi-journée de boulot et vous avez déjà du résultat, j'ai déjà des trucs à vous présenter. Alors c'est marrant, parce que cet argument, je ne l'avais pas vraiment conscientisé comme ça, mais c'est un putain de bon argument en fait. Parce que reprenez-le si jamais vous bossez depuis l'Asie, la Thaïlande, Singapour ou je sais pas quoi, parce que c'est un bon argument. Ça marcherait peut-être un peu moins côté bon, quoi que si, ça marcherait. Tester, approuver, mais ça marche bien du côté avoir de l'avance. Côté Amérique latine, par exemple, tu as un peu de retard. Mais bon, je pense que. Alors c'est intéressant parce que tu as évoqué le point tu es à Bali et c'est vrai que tu es à Bali, tu as ton camp de base, tu as ton setup, tu es bien, tu as des bons coworking pour pouvoir avancer. Est-ce que tu aurais pu le faire freelance et plus vrai digital nomade dans le sens où tu es un peu plus de temps en temps à Chiang Mai en Thaïlande, un peu à droite à gauche et à changer régulièrement d'endroit? C'est possible, mais personnellement, je ne l'aurais pas fait parce que je pense qu'on a quand même besoin tous d'un cadre. Donc il y en a qui ont besoin d'un cadre un petit peu moins confortable ou moins stable. Mais moi, j'ai besoin d'être à un endroit, de savoir que voilà, j'ai mes contacts, j'ai mon environnement, je suis installé. Parce que en permanence changer de destination, découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, trouver là où tu vas aller manger, retrouver des contacts, où est-ce que tu vas faire ton sport, ça prend énormément d'énergie, ça peut amener du stress qui n'est pas nécessaire en plus. Donc vaut mieux s'expatrier, établir son camp de base comme tu dis quelque part. Et puis à la limite, tu fais des grandes coupures d'1 ou 2 mois en freelance, tu as ce luxe-là. Et là, tu vas voyager, tu vas découvrir et puis tu reviens. Ouais. Mais c'est vrai que moi, travailler tout en voyageant tout le temps, c'est vrai. Moi, quand j'étais en France et que j'ai eu cette vision d'aller à Bali, c'est vrai que j'ai eu cette vision en mode je suis my coder nomade, donc je vais être digital nomade coder et je vais voyager tout le temps, aller d'endroit en endroit. Et en fait, je me suis vite rendu compte qu'à un moment, c'est quand même bien d'avoir un setup, d'avoir un chez soi et occasionnellement, comme tu le dis, oui. Tu peux voyager. Et moi, j'ai voyagé un peu partout, du moins en Asie, même en Amérique latine. Comme ça, c'était génial. Mais c'est vrai que ça a quand même des gros… sur le papier, ça fait rêver. Mais dans les faits, quand même, c'est quand même… voilà, tu as un nouvel endroit. Moi, je pense qu'il te faut au moins minimum 2-3 semaines pour reprendre un rythme, avoir une routine. Et quand tu as un début de rythme, tu dois déjà repartir. Voilà, quand tu as déjà ton visa, quand tu es bien, ton visa est terminé, tu dois sortir, revenir, etc. Donc, je pense que c'est une expérience qui est vraiment sympa à faire pendant une période. Faites ça pendant 6 mois, 1 an, enfin autant que ça vous plaît. Mais moi, personnellement, au bout d'un moment, voilà, j'ai eu envie quand même d'avoir un compte de base. Puis ça n'empêche pas de… Mais j'aime garder en fait une philosophie, même par rapport au business, de… Quoi qu'il arrive, je peux faire mon business depuis n'importe où. Ça reste quand même une… Tu vois, tu me dis, viens, on ouvre un restaurant physique à Bali. Je vais te dire non parce que ça ne rentre pas dans ce… Nous, on a un ordinateur et c'est voilà, il faut que j'ai un ordinateur. Demain, Bali, j'aime plus. Je pars en Thaïlande, je pars à Bangkok, je pars peu importe, je pars en Amérique latine. Mon business, il tourne. Ça ne doit pas changer. Donc ça, c'est quand même un des grands principes. Ce n'est pas du nomadisme, mais ça en fait partie. Et pour l'anecdote, j'en ai vu plein arriver avec une envie de digital nomade et qui par hasard commençaient par Bali. Et en fait, ils ne sont jamais repartis. Bah ouais, parce qu'ils se sont vite rendus compte que si tu te sens bien que ça coche toutes les cases, pourquoi se forcer à bouger ou en tout cas sur une échelle de temps aussi courte. Parce que oui, au bout d'un moment, 1-2 ans à Bali, c'est peut-être bien assez. Et là, tu as envie de bouger, mais pas tous les mois. C'est clair. Intéressant, donc du coup, freelancing depuis Bali, projet intéressant, 500 € par jour. Finalement, tu atteins relativement vite le fameux plafond des 10 000, enfin plafond, ce n'est pas un plafond, le fameux seuil des 10 000 €. Le premier mois, ouais. Le premier mois en plus. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, vous pourrez aller la voir, où je parle de comment gagner, les 3 manières en gros que je connais pour gagner 10 000 € en freelance. Tu as le freelancing, faire du SaaS, du logiciel, etc., vente de formation, l'entrepreneuriat, etc. Et c'est vrai que moi, je trouve, beaucoup de gens disent le freelancing, c'est risqué, si tu n'as pas de clients, etc. Ok, soit il faut avoir des compétences, il faut savoir se vendre, etc. Mais ça reste quand même, quand tu es développeur, quand tu as des compétences, quand tu es relativement confiant, ça reste quand même une manière relativement stable, relativement sûre d'avoir 10 000 € de chiffre d'affaires récurrent tous les mois
Bien sûr, tu peux changer de client tous les 3, 6 mois, etc. Mais globalement, ça reste quelque chose de stable et sûr. Qu'est-ce que tu penses de ma version du truc? Ouais, clairement, si aujourd'hui je devais conseiller à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, je pense que le freelance est la première porte d'entrée, peut-être pas si, ouais, la plus facile, mais surtout qui présente le meilleur compromis. Parce que, ouais, comme tu as dit, directement tu vas être rémunéré, tu vends ton temps, donc dès que tu as envoyé ta première facture, tu vas être payé. Il y a un retour sur investissement, sur effort direct. Euh, Si tu te places sur les bons services, les bonnes niches, tu vas pouvoir valoriser ton temps très très bien et donc commencer à être sur des TJM intéressants qui te permettent d'avoir un niveau de vie au-dessus de la moyenne ou en tout cas qui équivaut à un bon CDI. Euh, et puis voilà, ça évite des investissements initiaux parce que là, c'est presque 100% de marge. Enfin voilà, et ça cumule le freelancing quand même énormément d'avantages. Tu es tout seul en fait, c'est pas un business où tu dois recruter, tu dois te coordonner avec d'autres personnes. Enfin voilà, je pense que ça coche beaucoup de cases. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui disent tout le temps, ouais, mais c'est que du chiffre d'affaires, c'est pas un salaire. Parce que c'est un truc qu'on entend comme si, quand on disait 10 000 euros, 10 000 euros en freelance, c'était du net dans la poche. Oui, c'est du chiffre d'affaires et quoi? Enfin, qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? Ouais, c'est plus que je pense que c'est une habitude. En fait, les gens sont habitués à un salaire Qui est net. qui est net, mais en fait, il y a aussi le salaire brut et ils l'oublient un petit peu. Mais Ils oublient aussi les impôts, la TVA, c'est ils ça. oublient tout un tas de choses. Dans tous les cas, il y a toujours, toujours, des différences entre le chiffre le plus haut qu'on veut bien voir et puis ce qu'on a réellement dans la poche à la fin. Euh, et du coup, les chiffres, c'est ce qui vont attirer. C'est pour ça voilà, on parle de 10 000 euros par mois. On parle, ceux qui font du e-commerce, par exemple, ils vont dire ouais, 100 000 euros par mois, 1 million par an, etc. Chacun place les chiffres qui va attirer le plus l'attention et c'est normal. Mais dès qu'on parle d'entrepreneuriat, oui, il y a cette différence entre chiffre d'affaires et vraiment ce qu'on a dans la poche, donc le profit ou le bénéfice. Et des fois, il vaut mieux avoir un petit chiffre d'affaires, donc je sais pas, par exemple 10 000 euros par mois, mais avec une très forte marge et peu de charges, comme on vient de le dire, plutôt que peut-être dans le e-commerce, oui, tu peux faire 100 000 euros par mois, mais si tu dépenses 95 000 euros en coûts produits, en pub, en charges, en créateur de contenu, etc., à la fin, il te reste moins qu'un freelance qui a facturé 10 fois moins. Donc, ces chiffres, ils ne sont pas mauvais, mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Exactement. C'est marrant parce que dans la vidéo où je parlais des 10 000 euros, je racontais un peu l'anecdote d'une personne que j'avais rencontrée qui faisait 3 000 euros par jour, donc 100 000 euros par mois, ce qui reste très bien. Mais après, c'est vrai, il faut toujours prendre les chiffres avec des pincettes. Effectivement, tu fais 100 000 euros en dropshipping, il te reste, moi, si tu mets 2 000 euros de pub par jour, ça fait quand même, voilà. Donc, à prendre avec des pincettes, mais voilà, ça reste des chiffres, il faut toujours les analyser. Donc, très bien, entre freelancing, 10 000 euros par mois, pendant combien de temps tu as fait ça? Ça t'a plu? Alors, vu que je me challenge toujours, j'ai toujours envie d'évoluer. La règle des 3 ans, non, là, ça n'a pas fait 3 ans, mais… Non, mais là, c'était plus, voilà, j'ai commencé avec un TJM, mais je me dis, qu'est-ce que tu peux faire pour l'augmenter, pour voir où est-ce que c'est possible T'as eu d'aller du mal à annoncer 500 euros de TJM? Non. Non, c'est fluide. Je pense que c'est un peu quand tu es développeur avec déjà quelques années d'expérience, c'est la grosse moyenne. Voilà, 500, c'est un chiffre rond. Ça parle vite à. Donc 500 euros, développeur, front-end, techno, C'est ça. tout ça, d'accord. Donc, je n'ai pas vraiment eu de mal à le présenter. La phase de réflexion côté client était peut-être plus sur la localisation, mais pareil, ça s'est fait assez vite vu qu'on était encore en sortie de période Covid. Voilà, le fait de bosser à distance, c'est passé. Mais donc voilà, après cette première mission, je me dis, ok, on va se challenger. Donc j'ai augmenté mon TGM à 600. Hop, j'arrive à avoir une autre mission. On va pas rentrer dans le détail de chaque mission, mais voilà, hop, ça se passe bien. Un autre projet de terminé. Et là, je me dis, bon, voilà, je vais tenter encore d'augmenter. Donc je crois que je suis passé à 650. Et puis encore un autre projet où j'ai réussi à monter à 750. Tu dis je tente, je vois jusqu'à où je peux pousser, si Ouais. ça passe pas, ça passe pas. C'est ça. C'est bien. Et mon but, c'était de voir est-ce qu'il y avait une corrélation entre le TJM et ce qu'on attend de toi. Parce que globalement, plus on paye un profil cher, je pense inconsciemment, plus on s'attend à ce qu'il délivre. Soit compétent, soit productif, etc. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que
il y avait sûrement un juste milieu, et celui-là, c'est à chacun de le découvrir, mais entre le TJM qu'on souhaite facturer et puis la charge de travail qui nous incombe. Et moi, j'ai préféré redescendre un petit peu, donc entre 600 et 700, et voilà, être Ouais, parce que c'est vrai que si tu es à sur une mission 700, moins exigeante. ouais, si tu es à 700, même voire 800, voire même 900, ça existe, et que tu as une charge de travail énorme, des responsabilités, on peut t'appeler à n'importe quelle heure ou des trucs comme ça, c'est vrai que ça peut, vaut mieux parfois Ouais, avoir un peu de sérénité c'est ça. et rabaisser un peu son TJM. Et du coup, moi, ce que j'ai toujours fait, c'est facturation au temps passé. Donc vraiment, j'annonçais mon TJM, c'est-à-dire que en fin de mois, je facturais toutes les journées que j'ai travaillées. Et c'est ça qui établissait la facture. Une autre méthode de facturation, c'est le forfait. En fait, et ça, c'est plutôt l'idée de se dire, je vends un site internet avec 10 pages, telle fonctionnalité, et je mets un prix fixe là-dessus. Tu Alors, as quelques expériences en forfait? J'en ai fait, mais très peu, parce que moi je suis un peu vacciné depuis mon expérience en agence, donc au début de ma carrière, où en fait je me suis rendu compte que dans cette agence tout était vendu au forfait. Et bien souvent, Tu dépasses. ouais, il y avait des dépassements, les clients ils changeaient d'avis, ils avaient de nouveaux besoins, etc. Et ce n'est pas une méthode de facturation qui est souple, et donc à chaque fois il fallait renégocier le contrat, demander au client de payer plus. Alors que le temps passé, certes, il y a des dépassements, mais ils sont un peu plus gérables et pilotables en temps réel. On se doute bien que si on fait des nouvelles demandes, il faut pouvoir payer un peu plus. Le développeur va passer un peu plus de temps. Donc moi, je m'étais mis en tête, ok, je veux pas de forfait, je veux vendre que Et du temps passé. je pense que au temps passé, moi, ce qu'on appelle en régie, c'est tu as un côté où en fait, déjà tu es facturé au temps passé, et puis si tu perds enfin voilà, tu es facturé au temps passé, mais surtout, j'ai l'impression que tu as plus de missions plus longues, tu vas travailler avec des clients plus gros, et là où au forfait, tu auras tendance à te récupérer un peu les plus petits clients qui ont des plus petits budgets, qui vont vouloir un peu essayer de te faire passer des trucs, et toi, tu es sympa et tu vas commencer à développer, comment dire, tu vas commencer à faire les choses parce que tu es, un dev et que voilà, tu ne vas pas laisser le client en plan. Et puis, tu peux passer des journées comme ça, non facturées, et ça peut vite être problématique. Mais du coup, par rapport à ça, je pense que la réalité, beaucoup vont s'imaginer que quand tu deviens freelance, c'est une galère de trouver ses clients, en fait, que ça change totalement par rapport à un CDI. Et je pense que la réalité, là je vais parler vraiment pour ceux qui sont développeurs, mais en fait c'est globalement des CDI déguisés en freelance, donc en fait qui sont quand même, ont l'air plus avantageux pour les freelances, mais globalement ça reste des missions longues où tu travailles avec des équipes et les autres seront peut-être en CDI avec vous ou seront en freelance. Et alors, c'est vrai, et moi, j'ai eu des gens en coaching qui me disent, alors moi j'étais en CDI, je veux absolument quitter le salariat parce que voilà, j'ai envie de devenir freelance, gérer des projets de A à Z tout seul dans mon coin, gérer les clients. Attention, si tu es, développeur en régie, que tu rejoins une équipe, etc., tu feras quasiment 100% le même taf qu'un salarié, sauf que en fait, c'est juste une histoire de contrat. Après, si tu souhaites vraiment être maître de ton temps, faire des choses différemment, là, c'est vraiment, tu vas sur les projets au forfait. Mais les projets au forfait, on connaît la galère que c'est que voilà, il faut en retrouver plus régulièrement, c'est des clients moins chers, etc., etc. Donc encore une fois, moi c'est ce que je faisais, c'est plutôt charbonner plusieurs mois d'affilée, une mission bien payée, pas prendre de vacances, et après faire des coupures de 1, 2, 3 mois. On a ce luxe-là en freelance, et c'est à ce moment-là où tu déconnectes, tu voyages, tu fais ce que tu as à faire. Alors c'est vrai que finalement tu fais le même taf qu'un salarié, mais tu as quand même ce choix-là, cette liberté de dire là c'est les vacances. Sauf que tu ne peux pas laisser un client en plan bien évidemment, mais en fin de mission, tu peux te permettre de dire voilà, on a terminé cette mission, je vais me prendre un mois, je vais me prendre 2 mois, je vais me prendre un jour aussi si tu as besoin d'argent, et tu as cette liberté-là. Là où c'est vrai quand même quand tu es salarié, ça dépend les uns des autres, mais tu vois le côté, les vacances imposées à telle date, les 5 semaines, etc. Enfin, c'est un peu plus de contraintes. Donc voilà pour mes expériences en freelance, qui nous amène un peu à la suite. On a un dernier sujet à discuter. Le dernier sujet, alors freelance, très bien. Et ensuite, tu t'es dit quoi? J'ai envie de changer, passer à autre chose. Donc ouais, voilà, j'ai essayé d'optimiser le TJM, j'avais pris quelques missions en parallèle aussi pour vraiment voir tout ce que je pouvais faire. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait toujours cette envie d'entreprendre qui était là, mais surtout qu'en freelance, je vendais mon temps, donc pas du tout à plaindre, hein. Je pense qu'on en est conscient qu'une vie de freelance, c'est quand même confortable.
Mais il y avait toujours ce palier que quand j'arrête de travailler, il n'y a plus de revenus qui tombent, que même en optimisant, il y aura toujours un palier de chiffre d'affaires qu'il est dur de dépasser, un palier assez raisonnable. Et donc, ça a commencé à germer dans ma tête qu'il fallait que je me réintéresse à un projet entrepreneurial. Et donc, depuis Et puis, il faut dire que quand tu es à Bali, tu baignes quand même dans un environnement où tu croises quand même pas mal d'entrepreneurs, des personnes qui ont monté des logiciels, des SaaS, des startups, de la vente de formation. Enfin, il y a un melting pot d'entrepreneurs. Ouais. Parce qu'à Paris, c'est vrai qu'on a accès à des événements, des meet-ups. Donc, j'allais par exemple aux événements The Family. Il se passait des trucs intéressants. Mais quand tu arrives à Bali, genre, c'est exacerbé quand même parce que j'ai l'impression que tout ton entourage, soit un petit business, soit entreprend, soit est coach. Il y a un petit peu de tout, mais chacun a son histoire et au final son business. Et notamment au niveau mentalité, c'est ça qui frappe le plus quand tu t'expatries. Tout le monde a fait l'effort de quitter son pays, de se débrouiller, de trouver des solutions, de prendre sa vie en main. Et ça se ressent dans toutes les discussions, les relations que tu peux avoir avec les autres. Bah nous, c'est comme ça qu'on s'est connus. On s'est connus via une soirée entrepreneur à Bali, machin. Et je ne sais plus comment on s'est capté, mais on s'est capté comme ça, quoi. Les devs se sont. Tu m'as dit, je te reconnais, t'es Mike Connor. Et je suis, ah bon, je suis connu, moi. Non, mais oui, même à Bali, ils viennent. Même à Bali, ils viennent et tout. Donc ouais, et en fait, on rencontre des gens incroyables avec des parcours. Mais on a tous un peu ce truc de. Tu sais, ce truc en commun d'avoir fait cet effort, d'avoir quitté la France, d'avoir cru à un projet différent, etc. etc. Et on se retrouve un peu tous. Après, tu as aussi des gens de passage, tu as quand même pas mal de nomades, tu as un peu de tout. Mais voilà, c'est des relations nouvelles qui se construisent. Et j'imagine que ça a dû quand même t'aider, t'encourager ou te conforter dans l'idée que c'est bon, c'est le moment de peut-être lancer un peu ce projet entrepreneurial qui te. Ouais, c'est sûr que de voir des exemples d'autres parcours. Du fait qu'il n'y a pas que le freelance qui est possible, qu'il y a plein d'autres voies, c'est sûr que ça conforte. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution unique. Chacun est capable de créer quelque chose à son image et forcément ça m'a poussé. Du coup, depuis l'année dernière, j'avais énormément travaillé dans le e-commerce sur toutes mes expériences précédentes qu'on a détaillées. Et du coup, j'ai eu envie de moi-même me lancer dans le e-commerce. Alors, stage e-commerce, CDI e-commerce, projet de startup e-commerce, enfin CDI startup e-commerce et projet entrepreneurial, freelance e-commerce et projet entrepreneurial e-commerce, la boucle est bouclée. Donc ouais, ça m'avait toujours attiré ce milieu qui cumule en fait plein de compétences et de choses différentes pour mettre en place. Donc j'ai choisi de commencer raisonnablement, donc de créer un seul produit. J'ai voulu moi-même m'investir sur toutes les étapes de création, de sourcing. T'es pas passé par la case donc dropshipping comme beaucoup de personnes sont passées pour. Non, j'aurais pu. Je trouve ça vraiment bien comme modèle le dropshipping, mais tel que je l'ai réfléchi, en fait, le dropshipping n'était pas pertinent pour moi. Tu as voulu ton produit, créer ton bébé, quoi, en fait. C'est ça. D'accord. Donc j'ai dû investir plus de capital, je pouvais me le permettre aussi, donc peut-être j'ai créé une barrière à l'entrée sur mon business un petit peu plus haute que d'autres qui peuvent vendre les mêmes produits en dropshipping que leurs voisins. Donc voilà, c'est la voie que j'ai choisie. Et c'est vrai que c'est quand même, ça c'est un truc que je dis souvent, c'est le freelancing, j'insiste là-dessus, c'est que ça t'offre une liberté aussi de pouvoir soit travailler à fond et de mettre beaucoup d'argent de côté, ou soit de pouvoir peut-être lever le pied et de faire des projets à côté, des projets entrepreneuriaux, etc. Et c'est quand même un luxe que parfois, en CDI, sauf à demander un temps partiel, etc., c'est un peu galère. Là, toi, tu as donné l'opportunité de pouvoir… Selon ton TGM, tu peux garder limite un mi-temps qui est l'équivalent d'un salaire de CDI plein temps. Ouais. Et puis il y en a, ça va être l'occasion de développer leur famille ou leur business. Donc toi, ça t'a permis de développer ce projet-là? Ouais, c'est ça. Je m'étais dit, en 6 mois, ça va être lancé. Au final, on est plus proche des 10 mois. Donc, comme dans tout projet, il y a des imprévus, il y a beaucoup de leçons là, sur cette dernière année. En 2 mots, c'est quoi le produit? Donc, ça va être un poster pour les entrepreneurs, pour les motiver à lire plus, à se développer eux-mêmes. Sur le marché français ou américain J'ai choisi le marché anglais, marché américain. Je pense qu'il y a plus de potentiel. Je vais fournir des efforts pour les mêmes efforts fournis, je vais avoir
plus de retours, plus de C'est un ventes, plus gros plus de marché, et puis conversions. c'est peut-être plus un marché qui est habitué à consommer ce type de produits liés à Ouais. tout ce qui est business, entrepreneuriat. Là où Puis, en France, on est puis aussi aussi là. nouveau challenge, tu Nouveau vois, challenge, nouveau ouais. pays, Pourquoi pas. Il n'y a pas que le marché français. Hein. C'est Moi, ça. je suis en train de traduire toutes mes formations en espagnol, en anglais, en chinois. C'est pas vrai, mais Let's go. why not? J'ai hâte de voir la version chinoise Ouais. des vlogs. C'est bien le code, ça reste le même code. Moi, c'est bien. Mais ouais, donc intéressant. Donc 8-9 mois, presque un an quoi, de développement de Ouais, produits. au final, là, on en est à presque un an. Bon, il n'y a pas eu que le produit, mais tu sais, site, l'administratif, marketing, la structure légale, le dépôt de marque. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais la grosse partie, ça reste la création du produit, parce que j'ai voulu créer le design moi-même, trouver moi-même les suppliers, donc les fabricants du produit. Le produit, il est fabriqué dans deux pays différents. Donc, j'ai trouvé une usine en Angleterre et une usine en Chine. Chacun est responsable d'une partie. Puis après, il faut gérer le transport, Alors, il faut c'est gérer la intéressant, production. sur la partie production, il y a beaucoup de choses qui sont faites en Chine parce que, là, comme on en avait parlé un peu avant, la Chine, c'est quand même l'usine du monde. C'est là où il y a quasiment toutes les usines. Moi, je te disais à l'époque, tu sais, j'avais essayé de produire pour mon site e-commerce des petites boîtes en plastique parce que j'avais besoin d'un truc. Bref, en France, on ne faisait plus. Ça reste l'usine du monde. Toi, c'était un choix marketing de ne pas produire en Chine, par exemple, de dire bah, je produis en Europe, je produis en Angleterre parce que voilà, c'est quand même plus premium que la Chine, ou ça s'est fait parce que tu as trouvé une usine là-bas Alors ça peut être un argument, mais moi c'était plus, ouais, j'avais des prérequis techniques, certaines machines qui étaient vraiment présentes dans peu d'usines que j'ai trouvées. D'accord. Et puis voilà, ouais, le choix s'est fait naturellement. 100% Angleterre, UK, ou un peu une partie en Chine, une partie par là, un peu. Du coup, moitié. Enfin, Moitié. j'ai une partie du produit qui est produit en Chine, notamment la partie packaging, les accessoires. Et puis après, bah, je m'arrange pour tout rassembler. Et puis, il C'est faut pas la gérer galère pour tout. un petit peu là sur cette première production. Mais encore une fois, l'idée c'était de faire ses erreurs, apprendre et puis d'optimiser au fur et à mesure. Là, ce sera l'idée sur les prochains mois. Et c'est stocké Ce sera stocké dans un entrepôt aux États-Unis. Ouais. Amazon FBA, non, c'est pas. Non, j'aurais pu choisir ce modèle, mais pour ce produit-là, ce sera pas Donc le tu as trouvé c'est une boîte, un sous-traitant, enfin une boîte qui gère en gros toute la partie logistique, Exactement. c'est-à-dire stockage, expédition, cas. facturation. Ouais, ils gèrent tout. Dès que tu reçois une commande, automatiquement, ils sont connectés à ton Shopify. Ils vont aller chercher le produit dans leur rayon, l'emballer, coller l'étiquette. Du coup, si ton marché c'est US, ça va, enfin, en termes de livraison, délai de livraison, ça va être hyper rapide, ce qui est peut-être un argument. Ouais, comparé à du dropshipping, Comparé à on du est sur dropshipping, t'attends un mois, 3-5 jours maximum selon, parce que les États-Unis c'est quand même grand. Donc ça peut prendre jusqu'à 5 jours, je crois, mais voilà, on est sur des délais qui paraissent plus sérieux, plus rapides que d'autres vendeurs. Alors, ça fait quoi de passer du côté développeur de site e-commerce à de l'autre côté le CEO, l'entrepreneur, la personne qui doit mener le business? C'est plus vertigineux, c'est plus stressant, c'est moins stressant? C'est différent. Je pense que le gros truc qui m'a frappé, c'est de devoir gérer beaucoup plus de tâches différentes et donc de devoir segmenter mes sujets. Vu que j'ai choisi pour l'instant de commencer en mode solopreneur, donc d'être tout seul à gérer, bah, comme je l'ai dit, la création du produit. Là, les prochaines phases, bah, ça va être la gestion du site, des pubs, des créations, de la création de contenu. Donc tu gères la logistique, Ouais, l'administratif. c'est beaucoup de sujets. Et donc c'est plus ça en fait quand tu es dev, j'avais l'habitude de me poser, pouvoir vraiment réfléchir sur ma fonctionnalité, mon truc. Voilà, c'est une journée, une tâche limite. Et là, ma journée, c'est 50 tâches. Donc en fait, ça s'arrête jamais. Et puis c'est peut-être aussi des tâches qui parfois sont importantes, c'est-à-dire voire même primordiales, voire même bloquantes, mais qui s'étalent par, je sais pas, le dépôt de marque peut-être, ou d'autres tâches, ouvrir un Stripe ou des choses comme ça. Parfois, c'est des procédures, il faut relancer, il faut attendre, il ne faut pas oublier qu'il y a cette tâche en cours et puis il faut être persévérant. C'est épuisant ça. C'est vraiment le rôle de l'entrepreneur, il doit être partout, s'intéresser à tout, faire le suivi. Donc c'est beaucoup de communication, d'échange. Heureusement, on a ChatGPT maintenant qui est hyper utile. Tu l'utilises beaucoup dans ton business? Ouais, un des gros trucs en fait, c'est de pouvoir ouvrir un nouveau chat à chaque fois par type de communication. Et au bout d'un moment, en fait, il comprend ce que tu es en train de faire, avec qui tu communiques. Et tout ce que tu fais, bah, c'est mettre l'email que tu as reçu et il te génère une réponse que tu retouches un petit peu si besoin.
Mais notamment dans tout ce qui est communication email, ça fait gagner un temps fou voilà, avec les échanges avec les suppliers. Dans un anglais qui est beaucoup plus. Ouais, ça aide aussi à progresser un peu mieux en anglais. Mais il y a des outils qui font gagner du temps et tu n'as pas le choix que de les utiliser. Alors du coup, maintenant c'est en cours de production, c'est en ligne, c'est bientôt en ligne ou c'est déjà en ligne Alors je pense au moment où sort la vidéo, c'est en ligne. Ça a été produit fin d'année, début d'année là. Puis après, voilà, il y a eu le transport, il y a eu pas mal de choses, mais là, voilà, le lancement sera passé. Bah, félicitations, hein, quand même, bravo, parce que c'est pas facile ce type de projet, toutes les étapes, etc. Moi, je pense que je vais vivre la traversée du désert que j'ai pas vécue parce que j'avais fait le freelance et j'avais un peu échappé à ce truc-là. Mais voilà, là j'ai passé une année, beaucoup moins de revenus. J'ai fait une transition avec un peu de freelance, mais moins de revenus sur cette année. Là, il va y avoir le lancement, mais voilà, il faut que ça monte en puissance et la croissance va pas venir tout de suite sur les premiers mois. Tu auras ton trafic pour connaître ton produit parce que tu vas pas être sur Amazon. Tu m'avais dit que tu n'étais pas sur Amazon, donc tu n'auras pas de trafic naturel. Il va falloir que tu. C'est ça, ça va être à moi de trouver les clients. Donc là, ma stratégie, ça va être contenu organique, donc en fait, du contenu qui va juste être diffusé sur les plateformes, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, YouTube Short. Et l'idée, c'est de combiner, de passer les meilleurs contenus en publicité payante. Mais toujours cette volonté un peu d'aller chercher quand même de la viralité, des contenus qui ne fassent pas pub, qui ne ressemblent pas à des pubs. Donc c'est ça la stratégie. Après, tu les ramènes sur ton site. C'est toi qui fais le content ou tu as prévu de déléguer cette partie-là? Enfin, je ne sais pas si tu as prévu des shorts ou des. Premier mois, je vais gérer moi pour bien m'imprégner du marché, de la tâche. Et c'est important pour pouvoir mieux déléguer quelque chose, de l'avoir expérimenté soi-même et de l'avoir compris. Mais après, à terme, je sais que je ne peux pas être partout. Je ne peux pas faire les pubs, je ne peux pas faire la création de contenu, je ne peux pas optimiser mon site, je ne peux pas réfléchir à d'autres produits parce que voilà, on parlait des marges tout à l'heure. Freelance, 100% de marge, tu fais ton truc, tu es tout seul, c'est bien. Là, pour me développer, il va falloir viser des chiffres plus gros qui vont demander plus d'efforts et se développer plus vite. Donc, tu t'es mis, tu t'es mis un certain objectif de vente ou c'est des choses que tu vas ajuster un peu au fur et à mesure ou tu sais que voilà, faudra attendre temps ou c'est pas encore le. J'ai des objectifs, je sais qu'il faut être patient mais réaliste. Donc je suis en train de tester ça là, voilà, sur les premières semaines de vente. Ça va être important d'avoir du feedback, de me rendre compte si ce que j'ai imaginé, ce que j'ai visé, ça se passe comme prévu. Mais oui, clairement, en termes de. Tu vois, là, si je fais 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, ça ne va pas du tout suffire. Je ne sais même pas si ça fait un SMIC à la fin dans ta poche parce que. C'est un produit rentable, tu le considères rentable? Tu t'es déjà posé. Enfin, tu as peut-être discuté avec d'autres entrepreneurs de ce qu'est un produit rentable, ultra rentable, moyennement rentable. Toi, tu le considères rentable? Ouais, par rapport au prix de vente, au coût de production. Il va être rentable pour un produit e-commerce. Mais voilà, on est sur des marges, je pense que le e-commerce c'est entre 20 et 30%. Il y en a qui arrivent à être un petit peu plus haut que ça. Mais il y a tous les frais qui s'accumulent. Tu finances les frais de port, tu as le coût du produit, le coût du dépôt de marque, le transport. Puis après, voilà, là, j'ai pas encore énormément délégué, mais tout ce qui va être, tu dois payer d'autres personnes qui t'aident dans le business. Et tout ça, c'est que le prix de vente du produit qui doit financer tout cet ensemble de coûts. Donc forcément, à chaque fois, tu diminues ce qui te reste à la fin. Alors une question que j'ai pas trop envie de te poser, mais que je vais quand même te poser. Est-ce que tu te donnes est-ce que tu t'es fixé une deadline, c'est-à-dire une durée, quelque chose, tu t'es dit voilà, je lance ce projet, j'ai déjà consommé entre guillemets 1 an, 8 mois, 1 an, je démarre, donc forcément il va falloir du temps pour que ça prenne, que la mayonnaise apprenne. Et à un moment, tu vas bien en tirer une conclusion, ça fonctionne, bravo, ou c'est moyennement rentable, je bascule vers autre chose. Est-ce que tu t'es fixé un délai par rapport à ça ou tu restes relativement souple? Parce que c'est dur de. Ouais, c'est dur, c'est dur. Mais j'essaie d'être assez carré, de m'objectiver. Et surtout, je pense que j'ai vu beaucoup d'exemples de business échoués ou de business explosés. Et donc, j'ai un peu en tête la direction à quoi ça doit ressembler. Parce que ça peut commencer doucement, mais si tu as certaines métriques qui vont dans le bon sens, ça veut dire qu'il faut persévérer. Le truc, c'est que j'ai pas du tout envie d'abandonner parce que les débuts sont difficiles, parce que si un entrepreneur il abandonne aux premières galères, il n'est pas fait pour ça. Donc moi, dès qu'il y a des problèmes, je suis le premier devant à trouver des solutions, à les résoudre. Mais par contre, je suis réaliste que s'il faut que je pivote parce que le produit en fait correspond pas, si au final la marge est pas
enfin, voilà, est trop compliqué à sortir. Il faudra que je trouve des solutions, mais je compte faire grossir ce projet. Et voilà, si ça doit passer par changer de produit, changer de modèle, repasser sur du dropshipping et tout. Là, je me suis laissé 6 mois pour vraiment essayer de percer, mettre tous les efforts et avoir un avis objectif sur ce business. Ok, intéressant, moi c'est cool. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux développeurs qui sont passés un peu par nos phases, c'est-à-dire développeurs, CDI, salariés, freelance, machin, tout ça, qui auraient cette envie d'entreprendre, mais qui auraient peut-être des peurs, des craintes, des doutes, un peu Ouais. comme on a tous eu. Et voilà, est-ce que tu aurais des conseils pour ces… Le premier, ce serait de ne pas attendre la grande idée. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut monter la start-up du futur, etc. Et souvent, ça, Le nouveau Facebook, le c'est le nouveau… contraire de ce qu'il faut faire parce que ça demande du temps, parce que tu développes potentiellement un nouveau produit sur un nouveau marché qui va demander beaucoup de ressources, des investisseurs et tout. Et il n'y a pas besoin de tout ça pour entreprendre, pour se lancer. Déjà, on peut commencer avec un business qui est assez petit. Donc, que ça soit je pense que l'étape freelance, elle est intéressante parce que déjà, elle permet de toucher du doigt un peu l'aspect administratif, l'aspect un petit peu comptabilité. Tu rentres un peu entrepreneur C'est déjà ça. par le freelancing. C'est léger, j'ai pas envie de dire qu'on est vraiment entrepreneur quand on est freelance. Mais on met un pied dans, mais voilà, dans le truc. il y a plein de sujets intéressants et c'est une vraie bonne première étape par laquelle je conseille de passer. Surtout en fait de voir si on est capable de tout gérer tout seul. En fait, tu es tout seul aux commandes, il n'y a personne sur qui tu peux te reposer. Tu vois, quand tu es salarié, hop, il y a une galère, c'est ton manager, c'est ton boss, c'est le chef de l'entreprise et tout, c'est les RH. Là, non. Là, ton colis, il n'est pas livré à bon port. Ouais, c'est problème, quoi. même en tant que freelance, voilà, tu as ta compta, tes trucs, T'as pas de clients. faut tout gérer. Faut tout gérer, tu es Pas de responsable à problème. 100%. Donc tu partages tous les bénéfices, mais tous les risques aussi. Donc voilà, pas besoin d'attendre la grande idée. Le principal, c'est de se lancer et soyez réaliste sur le projet. Essayez de voir si ça sert à rien de faire des business plans et des trucs de banquier. Ça, je pense que c'est potentiellement une erreur. Mais au moins de voir, ok, est-ce que je sais où je vais est-ce que je suis capable d'y aller. Est-ce que j'aime ça parce que c'est quand même un… Mais ça, on c'est s'y un rend truc- compte ouais. en le faisant. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça, peut-être en ayant commencé le freelance, on touche Ben, moi, à si on- est-ce qu'on est fait pour ça. Donc ça, c'est mon premier grand conseil. Et puis après, faut pas se laisser décourager par les galères qu'on va rencontrer. Enfin, voilà. Au qu'il y plus en vous aura allez… il y en a toujours. Il y en aura toujours. Ouais. Mais au plus vous allez réussir à aller de l'avant, au plus dites-vous que c'est des gens qui abandonnent derrière vous et que vous vous rapprochez de là où vous voulez aller. Bah, comme tu le disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de barrière à l'entrée et que c'est facile pour tout le monde, il n'y a pas de succès. Et certains vont préférer faire une transition au fur et à mesure. Donc, continuer à faire par exemple un petit peu de freelance ou un job en mi-temps ou commencer un projet sur le soir et les week-ends Side project. avant de couper voilà, quand ils sont sûrs qu'ils ont commencé à dégager un revenu. D'autres vont préférer une rupture, dire c'est pas grave, j'ai quelques mois, années d'économie, je peux m'autofinancer et tester mon idée, mon projet. Et ils préfèrent se lancer comme ça. Donc, Ok, intéressant. Une dernière petite question par rapport à l'expatriation. Je reviens un petit peu en arrière. Un petit conseil pour les personnes qui suivent cette chaîne qui aimeraient s'expatrier à Bali ou ailleurs. Un mot à leur transmettre. ouais. Je connais surtout Bali, donc pour ceux que ça tenterait, faut pas vous bloquer à s'imaginer que voilà, c'est une galère avec les visas, etc. Au final, tout se fait assez facilement et je pense que c'est valable pour la plupart des pays. Une expatriation, quand même, ça se prépare. Enfin, ça demande d'être prêt à quitter ses amis, sa famille, sa sécurité, son matériel. Parce que je ne sais pas comment tu es venu, mais moi, je suis arrivé avec une valise. Moi, pareil, 2 valises, mais Donc en fait, voilà, faut avoir fait quand même ce processus où tu te détaches de beaucoup de stabilité dans ta vie. Et voilà, même si tu as de la sécurité financière, pour certains, ça peut être un gros choc dur à vivre. moi, je me souviens, c'est vrai que quand j'ai rendu les clés de mon appartement parisien, déjà, trouver un appartement, c'est déjà compliqué. Alors, quand tu donnes les clés, tu te retrouves sur le palier avec tes 2 valises et là, tu as ton vol dans quelques heures et que tu dis ça y est, c'est freestyle, ouais, ça fait un effet. Donc, pas tout le monde est peut-être capable de faire la transition totale. Et donc, ce que je vois beaucoup, si ça marche
plus facilement si vous êtes déjà freelance par exemple, enfin assez souple et libre sur votre emploi du temps, mais c'est partir un mois quelque part et voir comment ça se passe. C'est du nomadisme hein, finalement. Ouais, mais juste un mois, donc là c'est différent parce qu'on sait qu'on s'adapte que pour un mois, il y a moins d'enjeux, on a toujours chez soi, etc. Vous lâchez pas tout. Et donc là, ce sera soit vous n'avez plus envie de repartir et c'est bon signe, ça veut dire que vous êtes peut-être prêt à vous expatrier, à vous installer ailleurs. Soit c'était des vacances, c'était cool, vous avez réussi à travailler un peu d'ailleurs, mais voilà. Je pense on le sent très vite si ça nous plaît ou pas comme contexte. Yes. Eh bien écoute, là le rideau s'ouvre, donc c'est la fin de cette interview. En tout cas, Quentin, je te remercie d'être venu. Si tu as un dernier mot de la fin, c'est le moment, mais je pense qu'on a bien parcouru ton. Ouais, j'ai adoré notre discussion, il y avait plein de sujets, surtout de ne pas parler que de développement, là d'avoir pu échanger autour de l'entrepreneuriat, de l'expatriation. C'est des sujets qu'on revoit de plus en plus et de pouvoir partager notre expérience complémentaire, c'était top. Bah écoute, avec plaisir, j'espère qu'on se fera une troisième interview pour que voilà, tu nous partageras un petit peu comment voilà, les aventures. Les chiffres Shopify. Les chiffres, tu nous montreras on veut voir des screenshots Stripe avec des 6 chiffres, des 7 chiffres, on ne sait pas. En tout cas, on te souhaite le meilleur pour ton aventure. Si vous souhaitez voir ce que fait Quentin, je mettrai dans la bio toutes les infos qu'il faut, le site, sa chaîne YouTube, son LinkedIn, moi je ne sais pas. En tout cas, merci Quentin. Merci Mike. Et à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Alors, si tu as envie de devenir développeur freelance, je t'ai fait une vidéo sur le sujet, le guide 2024 pour devenir développeur freelance. C'est cette vidéo.